Bonsoir à tous. Depuis le 22 février dernier, des manifestations se tiennent en Algérie et plus récemment ici en France aussi. Des centaines de manifestants qui se rassemblent pour exprimer leur opposition à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Ce mouvement de protestation est-il spontané? Peut-il avoir raison du système qui dure depuis une vingtaine d'années maintenant en Algérie? Ce sont des questions que nous nous posons d'abord et que nous allons poser ce soir dans l'entretien du jour à notre invité. Eliamine Soum, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteur, chroniqueur, vous êtes aussi sociologue et surtout enseignant en relations internationales et sociologie, notamment à la Sorbonne Nouvelle. Je vous remercie vraiment d'être venu dans cette émission. Je sais que les sollicitations sont nombreuses en ce moment. La question qui me vient à l'esprit ou qui m'est venue au moment où je préparais notre entretien, c'était de savoir si vous étiez surpris de la résistance des manifestants aujourd'hui en Algérie et même ailleurs dans le monde. Alors par la résistance, non, parce qu'il y a une opposition maintenant qui est, on va dire, individuelle au niveau des Algériens, que ce soit ceux qui vivent dans le pays ou de la diaspora. Déjà, au moment du 4e mandat, il y a eu de la contestation. Alors par contre, ce qui est surprenant, c'est comment c'est organisé, comment c'est densifié ces manifestations, puisque ça représente l'ensemble du territoire, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Parce que souvent, on dit qu'il y a quelques foyers de contestation, comme la région de la Kabylie, où il y a eu de la contestation aussi dans le sud algérien. Mais là, on s'aperçoit que c'est dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire. Et au niveau de la diaspora, notamment en France et au Canada, où il y a eu des manifestations assez importantes. On dit qu'il y a eu plus de personnes place de la République ce dimanche que de gilets jaunes à Paris. Incroyable. La deuxième question, c'est de se demander si ces manifestations sont spontanées ou... En général, quand il se passe quelque chose comme ça, on nous dit toujours qu'il y a des mains invisibles derrière. Est-ce qu'il y a des mains invisibles derrière? Alors, actuellement, on ne peut pas dire qu'il y a ça, puisque c'est la rue, finalement, qui a parlé. Et qu'est-ce qu'on voit dans la rue? On voit différentes composantes de la société algérienne. On voit des laïcs, des femmes, des vieillards, des enfants, des islamistes, des jeunes, etc., etc. Donc il y a l'ensemble des composantes aujourd'hui convergent. Donc on ne peut pas dire que c'est l'expression d'un parti. C'est aussi la faiblesse du mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de structure. Il y a une opposition. Alors on peut imaginer que dans ces manifestations, il y a différents secteurs qui peuvent parfois être antagoniques dans la société algérienne. C'est une société de plus de 40 millions d'habitants. Donc on peut penser que non, effectivement, il y a quelque chose de spontané qui consiste à dire non, on ne veut plus de cette mascarade, pour ainsi dire, parce que les Algériens l'appellent ainsi. Et surtout, ça touche d'une certaine manière à la dignité à la fois de l'homme qui est à la tête d'un système, Abdelaziz Bouteflika, mais aussi du pays, parce qu'on se dit qui peut nous représenter. Enfin, on a quelqu'un qui est incapable de quelle image finalement, parce que ça a touché au cœur de la dignité du peuple algérien. Je me disais, est-ce que les islamistes ne sont pas en train de récupérer ce mouvement? Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de souffler sur la braise pour revenir au devant de la scène? Parce que c'est toujours la question qu'on se pose. Alors, il y a plusieurs choses sur l'islamisme. Un, effectivement, c'était l'une des oppositions les plus structurées à la fin des années 80. Ils ont gagné les élections municipales en 1990, les élections législatives, en partie, même s'ils étaient minoritaires, parce qu'il y a eu un taux d'abstention extrêmement important. C'est important de le dire. Donc, ils n'ont jamais été majoritaires dans la société algérienne. Mais ça a été une force d'opposition structurée avec ces réseaux d'humanitaires, de colonies de vacances, etc. Ils ont été mis un petit peu sur la touche après la période de la guerre civile, et bien évidemment que certains secteurs continuent d'être alimentés par cette idée-là, cette idée d'un projet islamiste, même si, au final, on s'aperçoit que ce soit l'expérience en Égypte, en Tunisie ou dans d'autres pays, qu'ils ont été marginalisés et que ça va être compliqué pour eux. Eux ont leur agenda. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que, comme tout à chacun voudra tirer bénéfice selon sa vision de la société, de cette crise, parce que c'est une crise qui émerge en Algérie. Et donc, on ne peut pas dire que
pour l'instant que ce soit ceux qui sont au devant de la scène. Oui. Les revendications ne tournent pas du tout autour de cela. Bien évidemment, et même dans les panneaux, on dit ni islamique ni militaire, on veut une Algérie, hurra ou démocratie, une Algérie libre et démocratique. C'est ce qui apparaît de manière générale dans ces slogans. Cette Algérie libre et démocratique dont parlent les gens qui battent les pavés depuis la mi-février désormais, est-ce qu'elle pourrait ressembler au scénario de la Tunisie, de l'Égypte ou voire même du Burkina Faso? Vous vous souvenez que quand la rue s'est levée, il y a eu des changements de pouvoir. Ouais. Alors, il faut bien, parce que je pense que ce qu'on a appelé de manière générique le printemps arabe, il faut bien contextualiser la dynamique qu'il y a à l'intérieur de chaque société. Et le fait aussi qu'il y ait eu quand même des interventions extérieures dans le cas libyen et dans le cas syrien, des interventions militaires. Donc tout ça a eu un impact sur la trajectoire de ces pays. Moi, je verrais plutôt un scénario à la tunisienne, sachant que pour beaucoup d'Algériens, quand on leur dit oui, le printemps arabe, ça s'est pas passé pour vous en 2011, ils vont vous dire octobre 88. Octobre 88, les jeunes sont sortis dans la rue. Il y a eu des centaines de morts dans les rues algériennes. Et donc, après octobre 88, les Algériens ont gagné le multipartisme et puis une certaine liberté de la presse et une liberté d'expression. Or, aujourd'hui, en Algérie, on peut critiquer le système. On n'est pas dans la configuration de la Syrie ou peut-être même de l'Égypte actuelle. Donc, l'Algérie a sa propre trajectoire. Elle a vécu l'expérience aussi de l'islamisme, même si elle n'en est pas sortie indemne. Il y a encore aujourd'hui, une fois de plus, ces courants qui continuent de traverser. Donc, on peut dire que ça sera une expérience à l'algérienne parce que autant des régimes comme celui de Ben Ali et le clan Trabelsi étaient faciles à identifier, autant là en Algérie, ce sont des ramifications plus complexes, ce qu'on appelle le système autour de Bouteflika. Ça m'amène à vous poser la question de savoir qui dirige aujourd'hui l'Algérie. C'est qu'aujourd'hui, il y a un président avec un gouvernement. Dans ce gouvernement, il y a des ministres qui donnent des orientations. Si on prend la ministre de l'Éducation nationale, qui, elle, se bat pour la laïcité dans les programmes scolaires, qui est menacée, parce que quand on parle des mouvements sociaux, il y a certains courants islamistes qui l'ont aussi menacée, parce qu'elle veut laïciser le programme scolaire. Donc, dans ces gouvernements, il y a des orientations, il y a des lois qui sont votées, il y a des projets qui sont en cours ou qui ont été développés sous l'ère Bouteflika. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a le gouvernement Bouteflika, avec Bouteflika. Autour de ça, il y a des oligarques. On a eu l'apparition de grandes fortunes, comme un certain Haddad ou Rebrab, qui tient une partie, qui sont un peu ces grosses fortunes algériennes, comme un petit peu on a pu le voir dans la Russie après l'URSS, l'apparition de riches. Rebrab est assez connu en France parce qu'il a investi en France, il a racheté des entreprises en France. Ensuite, il y a un autre cercle qui est celui des militaires, parce que l'armée continue d'être influente depuis l'indépendance. C'est l'un des piliers institutionnels. Donc, dedans, il y a des réseaux liés à l'armée. Et le troisième pilier du pouvoir, c'est ce qu'on appelle le DRS, les services de renseignement, qui, eux, quadrillent le territoire, sont capables d'avoir de l'information et d'être en puissance en tous les cas. Et donc, autour de ça, il y a la vitrine qui est Bouteflika, qui a été le candidat du consensus et qui permet derrière, peut-être à des centaines, voire des milliers de familles, de vivre. Quand je dis vivre, c'est aussi de profiter de ce qu'on appelle un système. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est plus difficile d'établir, de bien comprendre la situation en Algérie lorsqu'on compare à Ben Ali ou aux monarchies dans les pays arabes, etc. C'est assez différent. Là, on parle donc de clans. De clans à l'intérieur d'autres clans, des personnes qui ont des parcelles de pouvoir. Quel rôle joue-t-il Saïd Bouteflika dans tout ça? Alors, il y a deux choses. Il y a tout ce qui relève de l'analyse de ce qu'on entend. Alors, on dit souvent que c'est lui qui contrôlerait le pays, etc. C'est certainement exagéré. Quand on parle d'un système, c'est plusieurs personnalités. En revanche, ce qu'on peut pas nier, c'est qu'il est extrêmement influent. Il est influent parce qu'il a été toujours un petit peu l'oreille du président Abdelaziz Bouteflika et qu'il est présent, on va dire, en tous les cas, autour de ces cercles de pouvoir. Maintenant, ce qui est difficile et ce qui sera difficile à imaginer, c'est que lui, demain, prenne le pouvoir. Pendant les manifestations, ce qui a été indiqué, c'est que l'Algérie n'est pas une monarchie. Donc ça sera extrêmement compliqué que, en tout cas, un des membres visibles de ce clan, comme Saïd Bouteflika, puisse Vous le croyez vraiment? Est-ce que les généraux ne peuvent pas faire immixtion? Parce qu'on sait qu'il y a donc des affairistes, des généraux, vous me disiez tout à l'heure. Est-ce que des généraux ne peuvent pas prendre le pouvoir et installer Saïd Bouteflika, par exemple, dans une période de transition? Ensuite, il y a une élection et il se maintient comme on a vu en Égypte, par exemple. Il l'aurait déjà fait.
Il l'aurait déjà fait si c'était le cas. Parce qu'on voit bien qu'il y a un président affaibli, on voit le problème que pose la situation actuelle. Non, je pense que ça serait une fois de plus encore plus compliqué. Parce que présenter Saïd Bouteflika qui représente le système Bouteflika au moment où les gens disent on veut plus de Bouteflika, ça serait extrêmement dangereux pour le pays. J'espère qu'ils font preuve de plus d'intelligence, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un homme dans ce sérail, dans ce clan, qui fait consensus, comme Bouteflika a pu faire consensus en 99, par exemple? Aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce que 99, l'Algérie, le pays a failli être pris par les islamistes. C'est une guerre d'une grande violence, extrême violence. Donc les Algériens voulaient une seule chose, c'était la paix à ce moment-là. Bouteflika revient sur le devant de la scène politique. Il a une sorte de légitimité puisqu'il a été ministre très jeune, sous Boumedienne notamment. Il a suivi un petit peu toutes les différentes phases on va dire de l'Algérie post-indépendance jusqu'à la mort de Boumedienne où il sera ensuite marginalisé, il sera à l'étranger. On n'est plus dans cette configuration-là. Aujourd'hui, quand on prend les revendications, et les Algériens ont bien conscience que ce qui bloque en Algérie aujourd'hui, c'est l'organisation de la société. C'est pour ça que, y compris d'ailleurs dans la lettre qu'adresse Abdelaziz Bouteflika et que lorsqu'on entend les propos de l'ambassadeur d'Algérie en France qui dit on va aller vers une deuxième république, c'est qu'il y a besoin de réformes en profondeur dans ce qui est dit dans l'éducation, dans le projet de société. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de consensus. Et puis pendant toutes ces années, la capacité du système, c'est qu'il n'y a pas eu de véritable opposition structurée. Il y a des mouvements sociaux en Algérie, de la contestation de tel et tel secteur, des jeunes qui vont manifester dans telle et telle rue, qui vont dire on veut ça. C'est localisé et l'État il va y répondre parce que les Algériens parlent d'une forme de plâtrage. On plâtre un peu, on nous met un petit peu d'argent, puisqu'il y a eu de l'argent. Comme jamais, le prix du baril a explosé au milieu des années 2000. Donc c'est ce qui a permis en fait cette espèce de paix sociale qu'ils ont acheté à coût de millions. De millions, de logements sociaux, d'un programme qui s'appelle l'ANSEJ, qui est un programme de crédit à taux zéro, qui a permis à beaucoup de gens, pour certains, de créer de l'entreprise, pour d'autres d'acheter un visa, pour d'autres de prendre un petit peu d'argent. Donc il y a toutes ces dispositions qui ont permis le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'opposition, une fois de plus structurée, même si il y a une véritable opposition face à ce système. Voilà. Mais elle n'est pas organisée avec des relais, des cadres, etc., comme un parti avec des têtes de réseau. Donc, concrètement, vous me dites, il ne faut pas rêver non plus. Un général ne peut pas prendre le pouvoir comme ça, ou comme, par exemple, Ben Ali l'avait fait en envoyant l'ex-président à la retraite pour cause de maladie et tout ça. Non, c'est pas possible, en fait. Non, pourquoi? Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'après octobre 88, on sort de l'Algérie, de la dictature. Ça ne devient pas une démocratie pour autant. La démocratie, c'est un horizon. C'est pour ça qu'on parle dans le cas algérien de démocrature. Il y a des élections. Même si le système est en mesure d'absorber une partie de l'opposition, on peut s'exprimer. On a des caricaturistes comme Dilem, il y a des journalistes qui sont relativement libres, des auteurs, ce qui n'est pas le cas dans tout un tas de pays de la région. Attention. Donc, aujourd'hui, les Algériens ont quand même gagné ça depuis 88. Ils l'ont payé cher, ça a été le prix du sang dans les années 90, une forme de liberté d'expression. Mais, donc, c'est ce qui ne permettrait pas, je pense, ce système. Et puis, la période a changé. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Alors, pendant les période des manifestations, on voit que la connexion elle est beaucoup plus compliquée. Alors, est-ce que c'est parce que les gens sont plus connectés ou est-ce que c'est parce que ce sont les autorités qui essaient de mettre la main? Mais ça ne peut plus tenir. Je veux dire, aujourd'hui, la plupart des Algériens, y compris des gens qui ont pu à un moment considérer important le règne de Bouteflika, disent pour l'homme, il faut le mettre de côté, il faut que ça change. Parce qu'on est quand même dans une société où, il faut bien le dire, les Algériens veulent quitter l'Algérie parce qu'on étouffe en Algérie. C'est un pays où on peut mourir d'ennui. Il y a une difficulté à se projeter. Et ce que crée aussi ce mouvement social, c'est du lien social entre les Algériens. Parce que la confiance, il fallait la reconstruire après la guerre civile. Qu'on se rencontre dans les rues. Là, il y a un appel à la manifestation le 8 mars avec des roses. C'est beau, ça donne une autre lecture. Donc il ne faut pas, on va dire, sous-estimer la dimension de ce qui se passe dans les sociétés en interne, des mouvements sociaux et de la volonté de changement. Et la lettre du président, parce qu'il aurait pu se présenter, c'est quand même un gage que d'une certaine manière ça bouge un petit peu, même s'il a maintenu sa candidature, le président candidat Abdelaziz Bouteflika. Quand on parle de la lettre, est-ce qu'on est sûr que cette lettre vient vraiment de lui ou on lui fait dire tout et n'importe quoi? Pardonnez-moi l'expression. Alors,
Ça, c'est une bonne question, parce qu'on sait en général que dans le sérail politique, un petit peu partout, on écrit les lettres pour les autres. Oui. Alors, ce que disent certains observateurs, c'est que peut-être qu'il n'est pas en état physique, mais qu'il aura encore toute sa tête. Donc tout ça, une fois de plus, vous savez, ce qu'on appelle le système ou le pouvoir algérien, depuis l'indépendance, a gardé une structure qui date de la guerre. Le FLN avait des petites cellules cloisonnées, le Front de Libération Nationale, opaque, fermé. Et donc il y a toujours cet élément-là qui perdure dans l'histoire politique de l'Algérie, où il est difficile de comprendre un peu ce qui se passe en Algérie. Regardez les autorisations, la difficulté qu'ont les journalistes étrangers de venir observer, de venir interroger, de venir voir justement quel est l'état de santé. Donc peut-être qu'on lui fait dire certaines choses et que son entourage l'a conseillé, mais il semblerait qu'il ait encore une partie de sa tête en fonctionnement. Et donc quand il vient nous dire par la voix de son directeur de campagne que s'il était réélu face à la contestation, il fait une sorte de marchandage en disant si je suis réélu, je n'irai pas au terme de mon mandat, j'engagerai des réformes profondes et je ferai une élection anticipée à laquelle je ne participerai pas. Pourquoi n'a-t-il pas pensé à cela avant ? Justement, ce qu'il a dit, il l'a déjà dit sous une autre manière il y a quelques années de cela. Je n'irai pas, il faut passer le relais à la jeunesse. C'est toute la nature de ce système qui est là. Il faut toujours passer le relais, mais il faut attendre, il faut toujours qu'il y ait de la patience. Donc c'est une manœuvre, c'est de la politique. C'est-à-dire qu'en politique, on sait bien qu'on n'est pas obligé de respecter toutes ces promesses. Et puis, il peut faire 4 ans et 11 mois. Il peut partir au terme des 4 ans et de ces 11 mois. Et après, on ne sait pas ce que aussi la vie lui réserve et son état de santé. Mais c'est une stratégie pour essayer justement de calmer et d'anticiper, de prévoir peut-être d'autres échéances, parce qu'effectivement, il avait tout le loisir. 20 ans de pouvoir, on a le temps en 20 ans de réformer de préparer ne serait-ce qu'un dauphin et de partir tranquillement. Oui, et puis de respecter aussi le fait de pouvoir, on va dire, développer une société civile avec le respect, on va dire, des institutions démocratiques. Parce que quand on lit la Constitution algérienne, on dit que le pouvoir doit revenir au peuple. Ce que font les manifestants, finalement, ils se mettent en cohérence avec ce qui est écrit dans la Constitution algérienne. On s'achemine vers la fin de cet entretien. J'aimerais aborder 2 ou 3 points vite avec vous. Le premier point, je ne le souhaite absolument pas au président. Dans cette période de contestation, vu son état de santé fragile, s'il advenait que le président disparaisse aujourd'hui, quel serait l'avenir immédiat de l'Algérie? Est-ce que l'Algérie plongerait dans un chaos? Alors, il faut toujours faire attention avec cette théorie du chaos. Non, je ne pense pas. Parce qu'il y a des institutions en Algérie, il y a une administration, il y a une armée, il y a une police, etc. etc. Il y a une économie, bon gré, mal gré, qui est là, qui fonctionne. Il y a une économie informelle aussi, une grande partie de l'économie fonctionne là-dessus. Donc voilà, et là, la démonstration qu'on vient d'avoir, que les Algériens appellent Massila Selmiya, les manifestations pacifiques, eh bien c'est extraordinaire. C'est une véritable démonstration au monde qu'on peut contester dans la rue de manière solidaire, pacifique. Et on a vu, dès qu'il y a des débordements, les anciens viennent calmer les plus jeunes pour dire attention, nous on ne veut pas du chaos. Ne venez pas nous dire qu'il y a cette théorie du chaos. Et le chaos, il existe déjà. Quand on a une partie de la jeunesse qui part, qui meurt dans des bateaux, quand on a les médecins qui souhaitent quitter le pays, quand on a les élites, les dirigeants qui sont incapables de se faire soigner dans un pays, y compris de penser, on se dit allez, on fait une belle clinique, mais on amène les médecins de Suisse et de France. Le chaos, il est déjà présent dans la société algérienne. Quand on a une partie qui consomme des psychotropes et des médicaments qui leur permettent de se défoncer, il y a déjà un chaos dans la société. Alors c'est peut-être un chaos qui est invisible, mais toutes ces théories du chaos qui consistent à dire la Syrie et d'autres exemples ne tiennent pas en compte de la matrice locale. Donc je ne pense pas. Et donc du coup, quand je pense à cette situation, je me dis la déstabilisation de l'Algérie pourrait avoir un impact non seulement sur la sous-région, le Mali, les pays du Sahel. Quel peut être l'effet d'un changement de pouvoir demain en Algérie sur la France, par exemple? Alors, ce qu'on craint surtout en France, bien évidemment, c'est l'immigration. Mais le désir d'immigration, il est là, chez les Algériens. Je veux dire, les Algériens rêvent, même si beaucoup savent qu'ils ne pourront pas venir en France. Pourquoi ils rêvent de France? L'Algérien, ce n'est pas la génération de nos parents qui venaient dans les années 60 travailler parce qu'ils avaient faim. Ils rêvent d'un pays laïque et démocratique. La jeune femme, elle veut se balader tranquillement dans la rue. Ils rêvent de culture, de projet de société. Et c'est ce qui manque là pendant la campagne. C'est ce qui manque d'essentiel, c'est de dire... Parce que là, alors il y a quelques candidats, etc. Mais quel est le programme? Quel est le projet, y compris pour Bouteflika? C'est juste de dire je n'irai pas jusqu'au prochain mandat. Donc ça, c'est la première des craintes. Ensuite,
ensuite, sur la sous-région, l'ensemble de l'Algérie, c'est quand même la zone méditerranéenne. Ce qui se passe dans le sud, ça concerne plutôt l'armée. Et ça, c'est plutôt, j'ai envie de dire, un problème interne. C'est l'Algérie qui a eu plutôt à subir, d'une certaine manière, la crise du Nord Mali, de la Libye, et puis la protection notamment de la frontière en Tunisie. Celle-là, ça a été plutôt le rôle de l'armée algérienne. Donc, je ne pense pas qu'on puisse craindre ça. La véritable crainte, en tout cas en France, c'est qu'il y ait eu une déstabilisation avec une vague d'immigration qui viendra. C'est de l'ordre du fantasme. Le désir d'immigrer, il est là chez les Algériens. Il est là parce que, en fait, ce désir de migration, il se fait soit dans l'esprit, on se dit, on rêve à autre chose, soit réellement par les bateaux, les boat people, parce que les jeunes qui montent dedans, une fois de plus, certains sont propriétaires. Ils sont propriétaires. L'État leur a offert un logement. Pourtant, ils partent. Pourtant, ils veulent partir. Et ils veulent partir dans un pays. Si vous vous baladez dans les rues algériennes, il y a plus de précarité visible en France, c'est-à-dire de sans domicile fixe, que dans les rues algériennes. Mais il y a ce désir de départ parce qu'au fond, ce qui intéresse les Algériens, c'est que dans le fond du fond, les valeurs qui ont triomphé, c'est celles de la démocratie et de la laïcité. Ils ne veulent plus aussi de la bigoterie religieuse dans un pays où on préfère investir dans des mosquées que dans des programmes de santé. On va conclure notre entretien. Comment voyez-vous l'issue? Évidemment, on n'a pas toutes les clés entre nos mains et on ne lit pas forcément dans l'avenir, mais de votre point de vue, l'expérience que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer que pour sortir de la crise, par exemple, qu'il y ait un report des élections pour calmer d'abord les tensions et trouver une vraie issue? Alors, ça peut être ça, mais apparemment, on ne se dirige pas vers ça. On se dirige vers un maintien. Et puis, vu que le système Bouteflika a ses réseaux, comme je vous l'expliquais, avec ses ramifications, ça permettrait qu'il gagne les élections, vu qu'il y aura forcément une désertion en face. Je pense que les expériences historiques, qu'est-ce qu'elles nous démontrent? On le voit après des situations de crise, l'Afrique du Sud post-apartheid, etc. Il faut qu'il y ait du consensus. Si on ne veut pas basculer vers autre chose, il faudrait réfléchir à une plateforme pour refonder à la fois une partie des institutions, comme un gouvernement finalement d'union nationale avec les différentes sensibilités. Une sorte de plateforme où on écouterait réellement les aspirations de la population algérienne. Très bien. El-Yamin Soum, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes auteur, chroniqueur, sociologue, enseignant en relations internationales et sociologie. Vous enseignez notamment à la Sorbonne Nouvelle. Merci infiniment d'être venu nous parler de la contestation en Algérie et de la soif de changement de ce peuple algérien et qui veut vivre autre chose que ce qu'il a connu ces 20 dernières années face à un régime qui, lui, veut se maintenir absolument au pouvoir. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.